peux dire en quelques mots, par métier, puisque j'étais donc professeur de musique, et à l'origine de ces chansons, avec mes collègues, je les ai quand même suivies un peu, et en fait, elles ont beaucoup circulé dans Marseille d'abord, et elles continuent, c'est ce qui est extraordinaire, à circuler dans Marseille en particulier. Mais comme nous avions réalisé ce vinyle, puis un deuxième vinyle ensuite, 2 ans après, on en avait vendu 2000 ou 4000, enfin dans tous les réseaux en France. Elles ont circulé aussi pas mal, en particulier bien sûr au niveau des enseignants, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de copains de Paris ou de n'importe où qui me disent « Dis donc, ton disque, ta cassette, dans la bagnole, le petit, il n'arrête pas. » quoi. Les enfants les écoutaient beaucoup, y compris des enfants beaucoup plus jeunes que ceux qui avaient écrit les chansons. Et en fait, donc, les chansons, oui, en particulier la chanson des quartiers nord que vous avez beaucoup entendue, ça a circulé, quoi. Et ça n'a cessé de circuler. Alors ça c'est le premier élément de réponse. Après, le film le montre aussi, on a continué à faire de la musique et d'autres chansons. Et puis il y a la Soso Valdès aussi. Alors oui, effectivement, dans les prolongements actuels, un rappeur marseillais, connu du milieu du rap, m'a contacté en m'expliquant que quand il était gamin, au centre social de Fontvert, il avait chanté cette chanson, et cette chanson, il l'avait toujours en tête. Il m'a même confié qu'il avait, à un certain moment de sa vie, fait un petit peu de tôle parce qu'il avait fait des bêtises, et quand il n'arrivait pas à s'endormir dans sa prison, il chantait « Nous sommes les enfants ». Et il s'est juré d'utiliser cette chanson dans son prochain album. C'est comme ça qu'il l'a effectivement intégré à un de ses morceaux. Mais il y a aussi ce qui a été fait avec les enfants des quartiers nord de maintenant, dont le film rend compte, et puis d'autres prolongements. Alors l'expérience de maintenant, est-ce que les conclusions sont les mêmes qu'à l'époque? Est-ce que l'apport aux gamins de maintenant est aussi fort que l'apport aux gamins d'il y a 40 ans? L'apport de la chanson, l'apport de l'expérience, de cet engagement-là. L'apport de cette... je pourrais répondre aussi, mais je pense que ça a beaucoup... ça continue, mais tu veux peut-être ajouter quelque chose? Oui, on peut peut-être dire ce qui s'est passé, parce que dans le film, en fait, ce qui s'est passé, comme on l'a dit un peu dans le film, c'est un projet qui s'est construit au fur et à mesure. Il n'y avait pas de projet au départ, il y avait 2 projets plutôt. Il y avait le fait de vouloir fêter les 40 ans de la sortie du disque, et puis le fait qu'on n'arrête pas les oiseaux, qui n'avait pas pu être donné en concert, avec le livre CD qui du coup s'était constitué. Et on a imaginé de grouper les 2. Et puis en groupant les 2, comme c'est dit dans le film, Véronique Le Gall, qui était psychologue dans les quartiers nord, il se trouvait que c'était dans le même quartier que le collège Albert Camus, nous dit, mais nous dans l'école, il y a un projet musical et ils sont partants. Et donc, ils sont partants. Daniel, du coup, a travaillé avec l'école et ils ont construit des nouvelles paroles à l'école et au collège. Et aujourd'hui encore, il y a encore des répercussions puisqu'ils continuent à travailler avec le CFMI, c'est-à-dire le Centre de Et la chanson créée à cette occasion, dans cette école primaire de la Morlette, c'est devenu la chanson de l'école, quoi. Qui chante à toutes les fêtes de fin d'année. Mais ce qu'on peut dire au niveau des rebonds, ce qu'on voit peu dans le film parce que vous n'avez pas le temps, c'est tout le travail. Tout le travail. Marie-Véronique, tout le travail qui a été fait à Fuvon avec SOS Méditerranée et avec le collectif Agir, où les enfants des classes de 4e ont travaillé pendant pratiquement 1 an et demi, sur une année scolaire et demie, à se questionner sur les migrations, sur ce que c'était, pourquoi. Donc ça, je pense que ça, c'est un prolongement important. Et puis, ce qui s'est fait aussi cette année, puisque 30 collèges de Bretagne ont repris le concert On n'arrête pas les oiseaux, avec idem des rencontres avec SOS Méditerranée dans plein de concerts. Il y a eu 17 concerts en Bretagne.
17 concerts avec une centaine d'enfants à chaque concert, vous multipliez. Hein, donc, et c'est pas que chanter, parce que chaque fois, il y a eu des rencontres. Alors, soit des rencontres avec Daniel avant, hein, et avec Marie-Laure, Tout à fait. et puis des rencontres avec SOS Méditerranée, avec des gens engagés dans l'accueil des migrants. Donc, il y a une espèce de boule de neige, là. Et cette boule de neige, elle continue. Après, comment, on ne sait pas, mais et je pense qu'au niveau de l'impact, c'est pas seulement la chanson. C'est qu'est-ce qu'on chante et qu'est-ce qu'on a le pouvoir de dire quand on chante. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Parce qu'à côté de ça, il y a eu plein d'autres travaux, en particulier sur les enfants soldats, contre le travail des enfants. Et là, il y a eu des engagements incroyables d'enfants du collège de Gardanne qui sont partis chanter à l'ONU contre les enfants soldats, par exemple. Bon, ben, je pense que les enfants du collège de Gardanne, ils n'avaient jamais eu l'occasion d'aller à Genève. Ils se sont retrouvés devant tous les délégués de l'ONU. Ils ont chanté des chansons contre les enfants soldats. C'est pas seulement chanter. C'est aussi une expérience pour dire on peut, nous, enfants, dire quelque chose. Et on a un petit pouvoir. Il est minuscule, il est comme le nôtre. Hein. Je veux dire qu'il n'est pas grand-chose dans la société, ce pouvoir. Mais il est. Et de le cultiver, c'est important. Enfin, moi, c'est comme ça un petit peu que j'ai ressenti cet engagement-là sur le long terme. Hein. Tout à fait. Et puis les chansons de On n'arrête pas les oiseaux, notamment, sont repris maintenant petit à petit, même individuellement dans des chorales d'adultes aussi. Il y a une chanson, on aimerait bien qu'elle soit chantée partout, c'est Lâche ta calache qui est dans l'album. Il y a des chansons comme ça qui sont très importantes pour les uns et pour les autres, mais là aussi, bah, vous qui êtes là, vous pouvez diffuser, et vous pouvez, si vous chantez, enchanter, hein, c'est le cas de le dire, et Daniel est prêt à donner les dossiers techniques, etc. Et ça fait du bien, en fait, la chanson, ça change peut-être pas grand-chose, mais ça fait du bien, et puis toutes les révolutions se font en chanson. Alors, oui, ces chansons, on peut donc les réentendre sur le disque, accompagné de tout ce livre qui raconte à la fois le projet, dans lequel on trouve l'histoire, on retrouve tout le récit des projets, les chansons, et ce sera disponible à la sortie. Vous pourrez aussi prendre les petits papiers qui vous permettent, en scannant, depuis que j'ai appris comment on faisait des codes des QR codes, je trouvais ça génial, j'en fous partout à tout le monde. Ça vous permet de retrouver facilement sur YouTube le spectacle. Pardon, il y avait une autre question. oui, Vous avez dit tout à l'heure que c'était une façon pour ces enfants d'apporter leur culture, leurs origines et leur parcours, et ça, c'est formidable. Et on aurait pu penser que c'était un peu en confrontation avec la mission de l'école, qui est justement la laïcité, l'ouverture. Et en fait, sans vraiment mesurer l'équilibre, moi, mon sentiment, c'est qu'il y a eu cet apport, mais que cette laïcité de l'école est respectée, que c'est beaucoup en langue française, peut-être pas tous les textes, je ne sais pas, mais que c'est beaucoup en langue française, donc dans la mission pédagogique de l'école, y compris pour des gens d'immigration récente. Et voilà, c'est un sentiment assez fort que j'ai. Je ne sais pas, vous, comment vous avez réussi à faire que cet apport communautaire, finalement, arrive à un résultat conforme à la laïcité et à la mission de l'école, et ne soit pas resté justement dans des clivages communautaires. Oui, si je réponds un peu par rapport à l'esprit dans lequel nous travaillions à l'époque, il y avait un mot-clé, c'était le mot d'interculturel. On a beaucoup travaillé avec le CEFISEM, la scolarisation des enfants de migrants, et avec un certain nombre de critères qui étaient extrêmement riches et importants. Alors je l'expliquais dans le film, pour moi musicien par exemple, c'était formidable d'avoir toutes sortes d'apports culturels, enfin on se régale, mais il y avait aussi cette idée, par exemple, de ne pas focaliser spécialement sur les enfants de migrants. C'était bien tous les enfants du collège. Et ça, les anciens élèves, c'est quelque chose que maintenant, ils me renvoient, ils nous renvoient. Ah oui, on était tous impliqués dans le projet et tous avaient quelque chose à apporter. Donc, il n'était pas tellement question, je dirais, de communauté. C'était plutôt un dialogue de culture. Et puis, surtout, cette idée clé de la création et de prendre la parole. Vous avez des choses à dire, vous vivez des choses, pourquoi n'en parleriez-vous pas? Il y a quand même quelque chose. Alors, je vais revenir aux sources. Donc, dans ce disque collector, nous avions sorti à l'intérieur un encart
magnifique, réalisé par la professeure de dessin, qui avait fait plein de photos, il y a un montage photo. Et dans cet encart, autour duquel il y avait toutes les paroles et tous les noms des enfants, et ils sont très très nombreux, tous les enfants du collège étaient impliqués, il y avait un texte manifeste. Et ce texte, je vous en lis le début, pour moi, il est toujours essentiel, il est toujours valable. Il disait, mettez-le en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, quand on nous parle un peu plutôt de répression. On ne fait pas entrer la vie à l'école, elle y est. C'était pas toujours facile au collège Albert Camus, hein, on avait aussi ce qu'on appellerait ensuite des incivilités, des tas de choses comme ça. La vie, elle y est. On ne peut pas la chasser, elle couvre sous la braise. Ou on l'étouffe, ou on la prend en compte. Quand elle surgit, elle éclate au grand jour, elle se déchaîne, casse, saccage, déclenche l'alarme, cette fameuse alarme, le petit boîtier rouge que je vois là, qui se déclenchait tout le temps parce que les enfants cassaient le petit marteau. C'est pour ça qu'on en avait fait une chanson que vous avez entendue dans le film. Donc elle casse, déclenche l'alarme. Mais elle peut aussi éclater de rire, elle peut aussi chanter. Et si le prof a envie de rompre avec la solitude, de sortir du train-train, du ronron, du blabla, de rencontrer enfin les enfants qu'il côtoie, pourtant tous les jours, d'entreprendre quelque chose avec ses collègues, alors commence l'aventure. Et bon, le reste, les enfants d'hier l'ont dit, adultes, comment? Enfin, tout ce que ça a pu leur apporter. J'espère que j'ai répondu à votre question. Isabelle, salut. Je voulais simplement ramener un truc documentaire, c'est que le travail de Daniel nous a tellement inspirés que nous, après à Théâtre Chanson, moi-même, Cyril Martial et Henriette Perpus, qui fait du théâtre, on a fait cette expérience au collège de Claire-Soleil, qui lui était à côté du Merlan, qui n'était pas très facile non plus. Et il y a eu aussi ce petit nombre d'incivilités, mais on a fait pendant 3 années de suite une comédie musicale, un spectacle musical montré au public au théâtre du Merlan, puisque l'accroche c'était le Merlan, et qu'on en a sorti un grand 33 tours, dont j'ai encore des paquets, qui s'appelle Le Quartier vers le Nord. Oui, je l'ai aussi. Et tu l'as aussi, oui. Bien sûr. Ben, voilà, comme moi je le tiens. Et c'est pour dire que dès qu'on fait ça, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on n'était absolument pas dans les problèmes de la formalisation de la laïcité. L'école, c'était évident. Et c'était évident que chaque enfant avait des richesses personnelles à amener. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de défiguration. Et que je trouve que c'était très beau le film. Je ne sais pas comment vous l'avez fait, je vous félicite. Et ça me fait beaucoup de bonheur de revoir Daniel. On se revoit souvent, mais dans ces conditions-là, ça fait du bien. Et je trouve que tous ces enfants qui ont été touchés, comme nous, on en a touché. Moi, j'ai fait une vingtaine de spectacles musicaux dans les collèges avec les enfants, où ils étaient acteurs et les adultes étaient sidérés par leur niveau de professionnalisation une fois sur le terrain. Et je pense qu'on a là une source de richesse où on pourrait mettre des sous plutôt que mettre sur augmenter la BAC. Voilà. Merci Isabelle. Je suis très touché du témoignage de Isabelle Bloch de la Haye qui pendant des années à Aix-en-Provence a fait un travail formidable avec la salle de spectacle, théâtre et chanson et tout ce qu'il y avait autour. Bravo. Et Merci. pour rebondir à ce que dit Isabelle, ce qui est très frappant, et ça peut-être on n'a pas beaucoup souligné, c'est la fierté des parents devant leurs enfants. Pour beaucoup, par exemple au Tourski ou au Sismic, les parents n'étaient jamais rentrés dans un théâtre et les parents n'avaient jamais souvent vu l'école et le spectacle autrement que dans la difficulté de leurs enfants à faire un certain nombre de choses. Et là, tout d'un coup, ils se retrouvaient avec des enfants acteurs qui étaient heureux de chanter, qui chantaient bien, et avec un espèce d'émerveillement en disant mais ils sont capables de ça. Et nous, il y avait quelque chose il y avait une interaction entre les parents et les enfants qui était très sympa et forte aussi parce que c'était dans la valorisation de quelque chose et pas dans la difficulté. Et ça, je pense que c'était très fort aussi. C'est cette fierté des parents devant leurs enfants. C'était frappant à la Morelette aussi, à la Morelette au centre social après le spectacle. Les parents étaient tellement heureux de voir leurs gamins chanter comme ça. C'est un vrai moment de bonheur. Et puis pour ceux qui connaissent et qui travaillent avec des tout petits, vous avez vu, il
Il y a l'intervention de Mamia, qui est éducatrice de jeunes enfants sur le quartier de la Belle de Mai, et qui montre aussi qu'avec des tout petits, il y a tout un travail, ceux qui connaissent, il y a l'association Enfance et Musique, et puis d'autres associations, et qui montre aussi l'importance, notamment pour ces mères qui souvent vivent vraiment une galère, de pouvoir retrouver des chansons d'avant, les chanter, partager. Ça a des effets totalement insoupçonnés. Et d'ailleurs, on voit dans les témoignages aussi, quand on voit Nouria qui dit « mais le disque, c'est mieux qu'un diplôme », ou Jean-Jérôme Esposito qui est devenu comédien et qui dit « mais moi, j'étais tout 10 orthographique et 10 tout ce que vous voulez, et jamais, si j'avais pas eu ces professeurs, j'aurais pu être comédien et en faire mon métier. » Et puis Sherazade aussi, avec son auto-école solidaire dans le quartier. Elle parle de partager du bonheur. Et qui parle, voilà, partager du bonheur, et dit, on a été avec nous, voilà. On nous a pas imposé quelque chose, on comptait pour eux. Et on était tous mélangés. Et là aussi, puis quand on voit quand même les graffitis qu'il y avait, maghrébin, la France ne sera jamais ton pays, on ne sait pas mieux que maintenant, quoi. Donc là aussi, c'était il y a 40 ans. Mais c'est important, enfin nous, on aime bien présenter le film parce que, personnellement, je trouve que ça fait du bien. Voilà. Et du coup, si on peut sortir avec le sourire et diffuser, c'est pas mal déjà. À propos du pardon, j'ajoute une précision avant votre question. À propos du prolongement des chansons, et parmi toutes ces chansons, il y en a une autre auquel je tiens beaucoup, qui a aussi toute une histoire, c'est la chanson pour une marche, que vous avez aussi entendu chanter dans le film. Et on a fêté les 40 ans à Marseille, et des enfants de la Morlette ont chanté la chanson pour une marche dans une grande cérémonie organisée par la mairie de Marseille. Et il va y avoir la semaine prochaine l'inauguration de l'avenue de la marche pour l'égalité et contre le racisme à Marseille, où nous sommes invités, et je pense qu'on y entendra aussi ces chansons. Une autre expérience qui était très intéressante, qui est très intéressante aussi, c'est Josette Bèze par rapport à tout ce qui est chorégraphie et danse. Elle a pu travailler et amener des jeunes qui étaient en difficulté à des moments et se sont sentis valorisés. Et elle en a fait, il y a eu une troupe et tout ça s'est passé. Alors je me disais comme ça, il y a peut-être des projets communs à monter avec entre Josette Bèze et vous, je ne sais pas, pourquoi pas. En tout cas, c'est Denis, là. Oui, alors, justement, comment s'est fait le film? Combien de temps ça s'est mis? Comment tu as pu voir un peu les différents acteurs? En fait, il s'est fait beaucoup en lien avec Daniel et Terre de Chansons, parce qu'il y avait cette recherche des anciens élèves, peut-être déjà. On a dû tourner pendant 2 ans, à peu près, et il y a beaucoup de choses qui ont été tournées qui ne sont pas dans le film, parce qu'après il faut faire des choix. Et donc, c'était ça. Et ensuite, la question, c'est aussi toujours, derrière, il y a quand même des questions de moyens économiques. Donc c'est une petite économie. Et du coup, c'est vrai que parfois, il y a une technique un peu approximative. Mais voilà. Mais après, on a privilégié le contenu, en fait. On a été soutenu par la Fondation de France sur le projet. Ça nous a permis d'avoir un peu de sous quand même. Mais l'économie du documentaire est difficile. Beaucoup plus qu'elle était il y a une vingtaine d'années. D'un collègue Hélène qui est là. Toute cette économie de la culture. Un jeune découvre qu'il a de la valeur, il n'a pas besoin d'être délinquant. Voilà. Peut-être inviter M. Rotaillot. Oui. Et il s'apercevra qu'il n'a pas besoin de construire de prison. En plus, il y en a déjà. Moi, je l'ai vécu aussi à l'accompagnement scolaire avec les 900 et quelques, j'ai perdu le nombre, enfants et ados qui ont été suivis par la case prison. Il n'y en a que 4 qui y sont passés, il n'y a pas longtemps, alors que c'était le lot des grands de ces familles, des voisins, des cousins, etc.
j'en ai trouvé pour l'instant un au chômage. Alors qu'ils étaient tous en difficulté, en très grande majorité de familles d'origine étrangère, souvent illettrées, et quelques gamins, disons visage pâle, mais avec des gros problèmes familiaux. Eh bien, sur ce total, la moitié a au moins un BEP, un CAP, parce que certains sont arrivés très tard pour être aidés. Un quart a fait des études longues. Un quart a fait des études très longues. C'était des minables à l'école. Maintenant, il y a ingénieur, il y a chercheur, il y a médecin, il y a prof, il y a... voilà, tout simplement parce que, d'une façon ou d'une autre, ils se sont rendus compte qu'eux aussi étaient capables, qu'eux aussi étaient intelligents. Et quand j'ai demandé à certains anciens, qu'est-ce que tu pensais quand tu étais à l'école et que tu n'y arrivais pas? Il y en a un qui m'a dit, mon père ne sait pas lire, mon grand-père ne sait pas lire, c'est héréditaire. C'est pour ça que je n'arrivais pas à lire. Un autre m'a dit, regarde, tu vois, j'ai une cicatrice, un jour je suis tombée sur la tête. C'est pour ça que je ne pouvais pas. Et ils sont tous arrivés à trouver la justification de leur échec à l'école. Et alors, moi je dis, ils ne se rendent pas compte, les politiques qui travaillent à leur réélection, puis voilà, c'est que ça porte des fruits sur plusieurs générations. Quand l'autre jour, il y a une dame qui m'arrête et qui me dit, tu sais Mireille, j'ai une petite fille qui est en médecine, parce que ma fille l'a suivie à l'école. Elle sait que c'est important. Et on s'aperçoit qu'ils prennent le gamin en charge, qu'ils osent aller voir les enseignants. Et même si, comme ils disent, ils sont savants, on ne l'est pas. Et parfois, il faut aller avec eux au début. Mais moi, je dis, mais quelle économie sur X générations après? On évite la drogue, on évite la délinquance, on évite les troubles psychologiques qui s'ensuivent, on évite le déclassement, on évite le chômage. Voilà. Mais tout le monde n'a pas ce même projet de société, on le sait, malheureusement. Parce que malheureusement, tous les concerts qui ont été donnés à Daniel en Bretagne, et puis il y en avait aussi il y en avait aussi en Provence, dans la région, il y en a eu à Nice, il y en a eu à Cannes, il y en a eu à Avignon. La presse n'en a pas parlé. Ça, c'est quand même significatif parce qu'il y avait quand même 100 enfants sur scène, 400 publics, parce que les familles étaient là et d'autres. Voilà, et ça, c'est aussi significatif. Un événement quand même en Bretagne où il y a 30 collèges qui vont participer au Printemps des chorales et chantent cette œuvre, on en parle. Donc ça aussi, il faut le savoir. Mais c'est pour ça que la transmission est si importante, la transmission de bouche à oreille. Et c'est que vous avez d'autres lieux où le film peut être projeté, on est preneurs. La prochaine date qu'on a, c'est au Gyptis, à Marseille. Le 19 janvier à 17h. Voilà. Le 15 mars à Gardanne. Pardon, question? Oui, j'aimerais bien que, Daniel, que tu nous donnes un peu ton ressenti sur les élèves qui rappent. Parce que moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait une espèce de gravité qui s'installait à ce moment-là dans le film. Et je me disais aussi que par rapport au chant choral, le rap est une expression plus individuelle, même si après elle est mise en situation avec chacun des autres rappeurs. Donc est-ce qu'il y a, d'après toi, une évolution dans le temps de passer du chant choral à la juxtaposition des rappeurs? Moi, je considère le rap comme un moyen d'expression parmi d'autres, si tu veux. C'est-à-dire que dans ces chansons, il y a beaucoup de chants chorales, effectivement, de chansons, de mélodies. Et puis, il y a le rap qui est le fait de scander un texte, et d'ailleurs, les musiciens, on sait que c'est lieu comme le monde aussi, de rythmer un texte. Et bien sûr, c'est un mode d'expression dont les enfants sont très proches. Et bon, j'ai proposé, parce qu'il y avait
ils ont fait sur la chanson des quartiers nord, les élèves de Massenet ont fait une quantité de couplets, c'était par petits bouts au début, puis après il y a des traitements de texte, du recoupement, etc. Et c'était un texte très long. Et si on avait tout le temps fait da 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 da, ça aurait été chiant, tu vois. Donc il fallait trouver un truc. Et là, le fait de débiter des couplets comme ça en rap avec le refrain, c'était une façon aussi, un mode d'expression. Voilà. Mais moi j'ai senti qu'ils c'était plus comme si c'était plus en danger que 40 ans avant. Oui, aussi. La tradition du chant a pu bouger aussi. Et puis, ce sont Non, mais ces vraiment, je pense que ça correspond à quelque chose. De toute façon, il n'y a qu'à entendre les paroles, parce qu'il n'y a qu'à entendre ce qu'ils ont écrit. Oui, il y a moins d'associance, ça c'est sûr. Dans le film, vous avez parlé de la créativité, et ce qu'il y a aussi, c'est le travail en équipe et la pédagogie de projet. Et là, moi, je peux témoigner par rapport à l'association Le Loup Batas, association d'éducation à l'environnement, dont Daniel Baume a été adhérent dans les tout débuts. Ça s'appelait Association Occitane de défense de la forêt. Oui. Donc ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et moi, je peux témoigner que dans des séjours éducatifs où on apprend aux enfants à travailler en équipe, à être créatifs, à être curieux, comme ça a été dit, à se poser des questions à partir de la nature, on s'aperçoit que des gosses en difficulté scolaire, et ben parfois c'est les plus dynamiques dans ces projets-là et qui s'expriment. Et après, ils transmettent ça aussi à leurs parents. Quand ils ont l'occasion de retransmettre après ce qui s'est passé dans les séjours, quoi. Et donc ça, et on s'aperçoit que parfois même les enseignants sont babas devant ce que les enfants sont capables de faire dans un projet, quoi. Et ça, moi, ça fait pendant 30 ans, je l'ai vécu, et ça continue toujours au Loup Batas, à Pérols, en Provence. Tout à fait, merci. Et la remarque sur le travail d'équipe me permet aussi, je me donne envie de souligner l'importance du travail d'équipe d'enseignants. Parce que là, je représente la musique, bien sûr, qui a été moteur dans ces projets. Mais s'il n'y avait pas eu ces profs de français, tous ces profs qui sont impliqués dans les ateliers d'écriture, qui avaient des techniques formidables, GFM, tout ça, on ne serait pas allé aussi loin, quoi. Et il y avait vraiment un travail d'équipe. J'ai aussi envie d'ajouter quelque chose par rapport au monde enseignant, à tous ceux qui ont pu parfois en baver dans les classes, ou dont les enfants peuvent peut-être en baver dans les classes. On a des fois l'impression de donner à fond perdu. Et bien, ce que me renvoient ces personnes-là, qui disent quand même, quand Jean-Jérôme nous parle que finalement il a eu des cours de liberté, moi-même je ne pensais pas qu'un jour ça sortirait. Quand Scheherazade dit venez, on va partager un bonheur, je suis enchanté, j'ai jamais tenu ce langage-là, mais elle a retenu ça, et il se trouve que c'est aussi une expression qu'il y a dans enfin, on est censé partager un bonheur musical. Bon, c'est jamais à fond perdu, quoi, faut y aller, voilà. Moi, je voudrais dire un truc, c'est pas vraiment une question, mais c'est un ressenti. Moi, j'ai senti du bonheur et de l'espoir en voyant ça. Et il y en a besoin, beaucoup, beaucoup. Bon, mais alors, je sens aussi qu'il y a une certaine nécessité derrière de mixité. Or, actuellement, je trouve que dans l'éducation en France, je ne sais pas ailleurs, mais il y a quand même beaucoup de groupes d'un genre dans certains types d'écoles privées en particulier, et puis d'autres qui sont cloisonnés dans d'autres écoles, dans d'autres quartiers ou dans d'autres petits villages, et que oui, l'école privée, et que ça peut être un combat aussi lié à ce que vous faites, c'est-à-dire qu'il faut la mixité absolument, et on la perd. Alors, une petite... Dans le film, on voit Claire Annie, qui est donc la professeure de musique de Fuveau, du collège de Fuveau, qui a enregistré le livre CD, qui est une chorale qui a l'habitude de chanter en public. Elle va dire, les enfants, effectivement, du collège de Massenet, ils sont venus, c'était la première fois qu'ils venaient sur scène, et on voyait que c'était pas la même chose. Et d'ailleurs, il y avait eu beaucoup de questionnements, mais pourquoi vous voulez qu'ils viennent sur scène? L'air de dire, vous avez utilisé les enfants des quartiers nord pour un spectacle. Il y a eu beaucoup de débats, ça nous a fait beaucoup réfléchir. Et elle dit aussi qu'il y a eu cette rencontre, même si elle était courte, fugace, elle a existé. Et ça, les deux profs ont pu le dire, que ce soit Vanessa, que ce soit Claire Annie, qu'elles y croyaient pas trop, et qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Avec un espoir que ça ça continue, ça n'a pas continué. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et rien que ça,
pour nous, c'est important. Voilà. Et alors, on voulait aussi vous faire part d'une rencontre. Alors, une histoire complètement folle, mais la vie, c'est comme ça. Parce qu'on a rencontré des Argentins. Enfin, moi, pour ma part, je suis allée au festival du film sud-américain à Biarritz au mois de septembre. Et je vois un film merveilleux qui s'appelle Una canción para mi terra, une chanson pour ma terre. Et là, on voit dans ce film un peu la même chose que Marielle a montré, enfin différemment, mais avec un professeur de musique qui, au fin fond de l'Argentine, dans la province de Cordoba, donc vraiment c'est là dans la Pampa, va créer des chansons avec les enfants parce qu'il se trouve que il y a des avions qui balancent des pesticides sur les champs et sur l'école, et que la prof, on parle au prof de musique, et puis ils vont dire, il va proposer aux enfants de créer des chansons. Et il crée des chansons sur l'environnement, c'est magnifique. Ce film a été primé à Biarritz, il a été, donc il va continuer sa diffusion, et du coup moi je suis rentrée en contact avec eux à la fin du film, et on est en contact, et ils veulent qu'on fasse des choses ensemble, donc peut-être à Pau, pour le festival et peut-être à Marseille. On est en train d'imaginer justement des rencontres où Ramiro, qui est le professeur argentin, le musicien argentin, chanterait des chansons de Daniel, Daniel des chansons de Ramiro, et là ça a tout son sens, quoi, de penser qu'à l'autre bout de la planète, la même pédagogie finalement se met en place avec les enfants sur des questions de citoyenneté, ça donne de l'espoir. Ah oui, on trouve une grande fraternité voilà, avec ce vraiment. Voit, oui, Voilà. oui, oui. Alors, si vous avez des cadeaux à faire, on n'arrête pas les oiseaux avec son disque, avec toutes les paroles des chansons, et un très beau travail musical choral. Il y a une chanson entre autres qui est dédiée à SOS Méditerranée dans ce spectacle. Je vous en donne un petit échantillon. Qui sauve une vie, sauve le monde, qui sauve une vie, sauve le monde, qui sauve une vie, sauve le monde. Dans chaque vie, il y a tout un monde qui sauve une vie, nous sauve aussi, qui sauve une vie, nous sauve aussi. Merci Daniel. Tout à fait d'accord. S'il n'y a pas d'autres questions. Sauf s'il y avait une autre question, oui, une question encore. Si, ce qui est très émouvant en regardant ce film, c'est que l'idée que vous donnez la parole aux enfants pour qu'ils chantent. Nous, quand on était petits, on chantait toujours les chansons des autres. Et j'ai ressenti une émotion à cause de ça. Bien. Dany. Eh ben, écoutez, on s'approche de la fin, mais je pense qu'on peut les applaudir encore.